Bonjour à tous et toutes, et merci pour votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur 21 siècles et 21 histoires. Aujourd'hui, nous allons réaliser un zoom sur la période comprise entre le 1er janvier 201 et le 31 décembre de l'an de grâce 300. Alors que la Terre compte environ 250 millions d'humains, que la très ancienne civilisation Maya en Amérique vit sa période classique, marquée par une féroce rivalité entre de nombreuses cités-États, que l'élevage du dromadaire est signalé dans le Maghreb et qu'une réforme fiscale instaure l'impôt à Rome. Entre 235 et 285, l'Empire romain connaît une crise aiguë. La période dite de l'anarchie militaire est marquée par les guerres civiles, les révoltes armées, les sécessions de province. Aux invasions dites barbares s'ajoute dans de nombreuses provinces une panne économique et au niveau de l'Empire une dévaluation importante de sa monnaie, combinée à une instabilité politique chronique du fait que les empereurs étaient le plus souvent désignés par les armées et mouraient ou bien assassinés ou bien au combat. 64 empereurs ou usurpateurs se succédèrent ou luttèrent les uns contre les autres. Parmi eux se trouvent quelques généraux qui prirent le contrôle des Gaules pendant une quinzaine d'années, établissant de facto un empire des Gaules qui, malgré de nombreuses controverses sur l'authenticité dynastique, est censé avoir régné entre l'an 260 et l'an 274. Les empereurs des Gaules se considérant néanmoins comme d'authentiques empereurs romains avec la même titulature impériale. Au IIIe siècle, c'est aussi le début de la seconde et avant-dernière transgression marine, ou Dunkerque II. La mer se réinstalle dans la plaine maritime flamande et l'habitat côtier recule de plusieurs dizaines de kilomètres, effaçant fatalement les traces archéologiques de présences humaines antérieures. Remarqué pour un certain nombre de réalisations telles que son propre alphabet monosyllabique, l'alphabet Gèze, qui par la suite évolue pour inclure des voyelles, mais aussi pour ses obélisques géants en l'honneur des empereurs, le plus célèbre d'entre eux étant l'obélisque d'Aksum. Vous l'avez compris, le royaume d'Aksum, j'en avais traité lorsque je discutais du 1er siècle et de la naissance du christianisme. Eh bien aujourd'hui, il va en être question de manière plus profonde. Car pour moi, c'est une des civilisations qui ont construit l'histoire de l'humanité. En ce début de 3e siècle donc, Aksum continue de contrôler le commerce dans la mer Rouge. Commerce maritime d'autant plus facilité que vers 270, le roi Andubus commence à frapper sa propre monnaie. Or, argent, cuivre seront successivement utilisés à cette fin, accompagnés du marquage du disque et du croissant. Le croissant alors symbole de la religion sabéenne, avant d'être remplacé par la croix chrétienne à partir de l'introduction du christianisme sous le roi Ezana. Roi Ezana converti du polythéisme au monothéisme par celui qui deviendra le tout premier évêque d'Éthiopie, Fromantius. C'est à Aksum que serait conservée la sainte relique de l'arche d'alliance emmenée là-bas, dit-on, par le roi Salomon et le fils de la reine de Saba. Ayant remplacé les religions polythéistes et juives, la nouvelle croyance donne naissance à l'église érythréenne orthodoxe et l'église éthiopienne orthodoxe. Le royaume d'Aksum joua un rôle important pour l'église,
Ses écritures et sa liturgie sont encore pour beaucoup, en langue gaise d'ailleurs, une des 4 grandes puissances de son temps, avec l'Empire sassanide, l'Empire romain et la Chine des 3 royaumes. Aksum s'intéresse à son voisinage et notamment à l'Arabie du Sud, colonise la région occidentale de Tiama, dans le nord du Yémen, sans pour autant se transformer en un empire assoiffé de conquête de territoire. À son apogée, Aksum contrôlait un total de 1,5 million de kilomètres carrés. Son territoire, incluant la majeure partie des États actuels de l'Érythrée, Éthiopie, Somalie, Djibouti, Soudan, Égypte, Yémen et Arabie Saoudite, c'est en gros, lorsqu'on regarde une map monde, c'est la partie de l'Afrique que l'on nomme la corne de l'Afrique, plus le Yémen actuel. Le royaume avait su mettre à profit une transformation majeure du système de commerce maritime qui reliait l'Empire romain et l'Inde. L'ancien système commercial reposant sur des voiliers qui naviguent le long des côtes entre de nombreux petits ports, la mer Rouge n'étant que d'une importance secondaire par rapport au golfe Persique et aux routes terrestres vers le Levant, cette nouvelle route entre l'Égypte et l'Inde a été établie en passant par la mer Rouge et en utilisant les vents de la mousson pour traverser la mer d'Oman directement vers le sud de l'Inde. Le volume du trafic commercial sur cette nouvelle route croissant de manière exponentielle, les anciennes routes vont peu à peu être délaissées. La demande des Romains pour les marchandises venant d'Inde a elle aussi augmenté assez spectaculairement, entraînant de facto un accroissement du nombre de grands navires traversant la mer Rouge vers la mer d'Oman et l'Inde. Le royaume d'Aksum était donc idéalement positionné pour profiter de ce nouveau commerce. Adulis est rapidement devenu le principal port pour l'exportation de marchandises venant d'Afrique. Les rois d'Aksum ont œuvré à développer et élargir un réseau commercial à l'intérieur du royaume, bien qu'ils durent faire face à un rival qui exploitait le même réseau commercial depuis beaucoup plus longtemps. Il s'agissait du royaume de Kush. Celui-ci fournissait l'Égypte en marchandises venant des pays d'Afrique par l'intermédiaire du couloir du Nil. Et dans cette opposition, c'est semble-t-il Aksum qui avait eu le dernier mot en prenant le contrôle des territoires kushites. Une caravane donc à destination de l'Égypte a été créée à l'écart du corridor du Nil. Le royaume d'Aksum est ainsi parvenu à devenir le principal fournisseur de produits africains pour tout l'Empire romain. Le livre ancien, qui a pour titre « Le périple de la mer Érythrée », décrit explicitement comment l'ivoire recueilli sur le territoire kushite était alors exporté par le port d'Adulis au lieu de passer par Meroé, la capitale de Kush. Les principaux produits d'exportation proviennent de l'agriculture, bien entendu, comme pour la majorité des États de cette époque. Il faut dire que les terres étaient plus fertiles au temps des Aksumites. Les volumes de production céréalière étaient gigantesques au regard des besoins planétaires de l'époque. Ils élevaient aussi du bétail, tandis que les animaux sauvages étaient chassés notamment pour l'ivoire et les cornes. Le royaume était également riche en or et en gisements de fer. Ces métaux étaient précieux pour le commerce, mais un autre minéral était aussi largement commercialisé, le sel. À la fin du IIIe siècle, le royaume commence à frapper sa propre monnaie et s'impose de fait comme l'une
des 4 grandes puissances de son temps, avec la Perse, Rome et la Chine. Après un second âge d'or au début du VIe siècle, l'Empire a commencé à décliner, cessant sa production de pièces de monnaie aksoumites au début du 7e siècle, avec le constat de populations migrant de plus en plus à l'intérieur des terres, sur les hauts plateaux. Les raisons de ce déclin varient, de la dissolution par des invasions armées à la théorie climatique des sécheresses de plus en plus récurrentes et longues, jusqu'à la suspicion de surexploitation des terres, les ayant rendues infertiles. Finalement, l'Empire arabe prend le contrôle de la mer Rouge, ainsi que de la majeure partie du fleuve Nil, amenant Aksum à l'isolement économique, sans toutefois installer une relation belliqueuse entre lui et ses voisins, alors en pleine expansion. 2 États chrétiens au nord-ouest d'Aksum, dans ce que l'on nomme aujourd'hui le Soudan. Il s'agissait de Makuri d'une part et de Alodi d'autre part, ont survécu jusqu'au XIIIe siècle avant de s'évaporer alors que la dynastie salomonide s'apprête à régner et à remplacer celle de Zagoué.